Nous sommes au petit matin. Dominant une mer grise, un étroit sentier court au flanc d'une falaise. Sur ce sentier chemine un garçonnet d'une dizaine d'années. Il balance au bout de son bras un pot à lait. C'est Charles, le bon petit diable. Une vieille culotte ravaudée, un chandail plein de reprises, des souliers percés, sa mise plutôt misérable, n'empêche pas Charles d'être un petit garçon joyeux. Charles est ici chez lui, dans son royaume. Mais brusquement, voilà que Charles bute contre quelque chose, qu'il chancelle et s'étale de tout son long. Le pot à lait lui échappe des mains, tombe et roule dans la bruyère en dégorgeant une partie de son contenu. Avant même de regarder contre quoi il a trébuché, Charles étend le bras, récupère son pot à lait. Hélas, près de la moitié du lait a coulé sur la lande. Charles, à plat ventre dans la bruyère, considère un instant le désastre. Mais bon, que peut-il faire? Rien. Alors il se relève. Du revers de la main, il essuie son genou droit qui s'est écorché. Puis il récupère son bidon de lait, s'assure que le couvercle est bien enfoncé et reprend sa marche, le visage un peu soucieux. Au sortir de la lande, Charles pénètre dans un paysage composé de petits champs séparés les uns des autres par des murets bas constitués de pierres grises empilées les unes sur les autres. Négligeant le chemin, Charles escalade les petits murs. Après avoir enjambé un dernier muret bas, Charles accède au jardin de la maison de Madame Macmiche. Il entre dans la maison par la cuisine. C'est une cuisine où l'abondance est inconnue. Quand Charles y pénètre, Betty, la servante de Madame Macmiche, est accroupie et frotte le sol à l'aide d'une serpillière. T'as rapporté le lait? J'ai eu un petit accident. C'est pas le jour. La porte de la cuisine vient de s'ouvrir, livrant passage à Madame Macmiche. Elle est engoncée dans une ample robe noire. Son cou et son menton sont pris dans un col incroyablement empesé. Ses mains fines, longues, sèches, sont crispées sur une canne de jonc. Ah, tu es là, toi, petit voleur! Sans attendre la réponse de Charles, elle va vers le bidon de lait posé sur l'évier. Mais il n'y a presque plus rien à boire dans ce bidon, petit voleur! Sacripant! Tu as tout vu! Non, rien qu'un accident! Je suis tombée! Ah, je t'en ficherai, moi, des accidents! Tu as le diable dans le ventre! Petit bandit! Misérable! Charles! Mais, petit sacripant, va! Viens que je t'attrape! Mais, où es-tu? Ah, Charles! Seulement... Ah! 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 Charles juge plus prudent de s'éclipser. Et il fonce vers l'escalier qui conduit à sa chambre. À peine Charles y est-il entré que Madame Macmiche apparaît en haut de l'escalier. Elle va droit à la porte de la chambre de Charles et l'ouvre à la volée. Madame Macmiche s'arrête sur le seuil, interloquée, car la chambre est vide. Triste chambre. Ce n'est en réalité qu'une vilaine mansarde, meublée d'un matelas qui gît sur un sommier bancal, d'une chaise de paille, d'une table de bois blanc supportant une cuvette et un broc d'eau. Betty! Betty! Viens m'aider! Ah! Je finirai bien par le tuer, celui-là! Mais où est-il? Où est-il? Ah! Ah, le voilà! Le monstre! Madame Macmiche retrousse sa robe et ses jupons pour s'accroupir et regarder sous le sommier. Charles est là, aplati comme un chien qui a peur du fouet. Betty arrive en trompe dans la chambre. Madame Macmiche montre le lit. Betty, le visage fermé, la bouche pincée, tire le lit. Schnappant, voyou! Sors de là! Sors d'ici, petit monstre! C'est pas cousin, non, c'est pas juste! Tu vas voir ce que tu vas voir! Ne viens pas, mon cousin! Allez, allez, viens! Je te réserve une surprise, va! Madame Macmiche s'arrête devant la porte d'un placard à habits qui fait office de cabinet noir. À peine est-il à l'intérieur de sa prison que Madame Macmiche repousse la porte et la ferme à double tour. La journée s'est écoulée tristement. Charles, enfermé dans le cabinet noir, n'a reçu aucune nourriture. Aussitôt après le départ de Madame Macmiche, Betty, armée d'une longue épingle qu'elle tire de ses cheveux, se précipite vers la porte du cabinet noir et, agenouillée devant la serrure, se met à la triturer avec une grande habileté. Ton ami, du temps! File vite et reviens avant 8 heures pour que je t'enferme.
Le lendemain, dans la triste salle à manger de la maison, Charles est assis à une extrémité de la grande table, Madame McMish à l'autre. Charles mange une espèce de soupe claire dans une écuelle. Madame McMish, elle, suce avec gourmandise une cuisse de poulet. Trônant au beau milieu de la table, il y a le chat. Un gros chat noir et blanc au pelage luisant. Le chat fixe Madame McMish, dont il espère bien qu'elle lui fera l'aumône d'une miette de poulet. Tu vas rester longtemps avec nous? On ne parle pas en mangeant. Sinon, toute cette bonne nourriture dont tu te gaves ne te profitera pas. Alors autant que je jette l'argent par les fenêtres. Il faut que tu sois charitable et aimable avec ce chat comme je le suis avec toi. Est-ce que je te reproche de t'incruster chez moi, d'user mes draps, de dévorer mes pauvres économies? Ai-je hésité une seule seconde à te prendre en charge quand tes parents sont morts? Charles ne répond pas. Il est obsédé par la faim qui le tenaille et surveille intensément le chat auquel Madame McMish vient de jeter un lambeau de poulet. J'ai faim, moi. Ce vilain chat, il est gras comme tout. Tais-toi! Les gens gras sont tous des endormis, des paresseux. Tu veux donc finir comme Betty, chaufflue de partout, à ne plus pouvoir remuer quand on t'appelle? Betty! Betty! Viens débarrasser. J'ai pas fini. Il fallait te dépêcher au lieu de faire le raisonneur et de m'abrutir avec tes discours sans queue ni tête. La nuit venue, lorsque tout dort dans la maison, rasant les murs comme un voleur, Charles se faufile jusqu'à la porte de la chambre de Betty. Il gratte furtivement contre le panneau et entre sans attendre la réponse. J'ai faim. Je t'ai mis de côté les pattes, le croupion et un bout de carcasse. Donne. Je les avais cachés au fond de la boîte à sel, mais tu penses bien qu'elle les a trouvés. Même qu'elle a essayé de me tirer les cheveux, qu'elle m'a traité de sale voleuse. Déçu, Charles se mord les lèvres. Il va machinalement jusqu'à la fenêtre, appuie son front contre la vitre pour regarder à l'extérieur, et il voit à la pâle lueur de la lune Madame McMish qui s'approche de l'enclos du cochon, serrant avec 1000 précautions la boîte à sel contre sa poitrine. Elle l'ouvre, en sort une moitié de carcasse de poulet, quelques abats, et les offre à son cochon qui se précipite en grognant de plaisir et les engloutit sous l'œil attendri de Madame McMish. Le lendemain de ce triste jour, dès le matin, Charles décide de rendre visite à ses amies, Marianne et Juliette, deux orphelines qui habitent une jolie petite maison à l'autre bout du village. Lorsqu'il approche de la maison, il entend par bouffées venant de l'intérieur une jolie mélodie interprétée au piano. Charles surgit dans la grande pièce accueillante. Il s'arrête sur le seuil et du revers de la main, il essuie ses joues où roulent 2 grosses larmes. Juliette s'est arrêtée de jouer et tourne son visage vers Charles. Elle porte sur les yeux un bandeau blanc, car hélas, une grave maladie l'a privée de la vue depuis son enfance. Juliette a gardé tout de même une grande sérénité qui se lit sur son beau visage. Bonjour Juliette. Bonjour Marianne. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Rien. Enfin. Juliette, emmène Charles. Assis-toi. Tu es très jolie. Et toi, tu n'es pas comme d'habitude. Je suis malheureux et personne ne veut m'aider. Retourne voir le juge de paix. La McMish lui refile des cerises à l'eau de vie et à moi elle me file des coups de bâton. Marianne trouve que c'est un brave homme, ce juge, mais qu'il ne veut pas d'ennui. Il est prudent. Tiens, peut-être qu'il est comme le bon Dieu. Le bon Dieu? Je fais une prière tous les soirs pour qu'il me rende mes yeux. Pour l'instant, il est sourd. Mais j'insiste. Je suis sûre qu'il finira bien par m'écouter. À ce moment, Marianne, qui vient de les rejoindre et qui a tout entendu, regarde Charles longuement. Dans son regard, il y a un peu de reproche, mais surtout beaucoup de tendresse et d'affection. Elle décide de lui révéler un secret qu'elle a gardé depuis longtemps pour elle. En mourant, tes parents laissaient 50 000 francs à ta cousine, McMish, pour qu'elle te fasse suivre tes études, t'habille, te nourrisse. Tu es sûre de ce que tu dis, Marianne? Oh oui. Dis donc, Juliette, 50 000 francs, ça fait beaucoup?
J'en sais rien. Tu es riche maintenant, mon pauvre Charles. Le soir de ce même jour, dans le salon de Madame Macmiche, Charles est de nouveau en butte à la méchanceté de sa terrible cousine. Madame Macmiche est assise, droite et rigide, dans un fauteuil qu'elle a débarrassé de sa housse blanche. Elle est tellement figée qu'elle évoque irrésistiblement une momie. À quelques pas d'elle, le pauvre Charles est agenouillé sur une règle en bois. Ses mains soutiennent un énorme livre. Une fois de plus, il est puni. Madame Macmiche fait coïncider son sens prétendu de la justice avec son sens du confort et du plaisir de vivre. En même temps qu'il souffre sur sa règle, Charles est contraint de lui faire la lecture. Au bout d'un moment, la tête de Madame Macmiche dodeline au-dessus de son long cou. Elle s'est endormie. C'est une toute autre ambiance qui règne au même instant dans la maison de Juliette et de Marianne. Les deux jeunes filles, qui reçoivent ce soir-là le juge de paix, sont habillées avec soin. Du haut de ses 12 ans, Juliette a l'air d'une vraie jeune fille. Marianne, elle, a des allures de jeune dame. Tandis que Juliette accorde son piano, Marianne et le juge de paix jouent aux dames sur une petite table près de la cheminée où crépite une joyeuse flambée. Marianne vient d'avancer un pion. Un sourire éclaire le visage naturellement digne et sévère du juge de paix. Marianne pose son pion n'importe où et marque un peu son impatience d'en finir avec cette partie de dame, car elle souhaite, sans plus attendre, informer le juge de paix de la situation tragique du jeune Charles. Au même moment, l'orphelin en question décide qu'il en a assez de rester à genoux sur une règle et de lire du Bossuet à une vieille momie qui ronfle. Charles se relève, masse un instant ses genoux meurtris, il se dirige vers le manteau de la cheminée, et là, sur le rebord, il y a une boîte d'allumettes de longue taille. Charles prend la boîte, l'ouvre, en sort une allumette, la gratte, l'enflamme. Il contemple en souriant la petite flamme qui danse. Il s'approche alors d'un des rideaux du salon. Ouh, ma cousine! Réveillez-vous! Hé, quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ma cousine, regardez voir un peu par ici. Alors, que fais-tu? Comme vous pouvez le voir, ma cousine, je mets le feu à la maison. Tu es fou! Il est fou! Enfin, on aura chaud, hein, ma cousine? Le vent souffle dur ce soir. Il n'y a rien tel que le vent pour faire monter les flammes. Tu ne peux pas! Tu ne peux pas! Tu n'oserais pas! Ça dépend de vous. Charles! Je t'adjure, sur la mémoire de tes pauvres chers parents. Ah non! Laissez mes parents tranquilles, moi aussi. On m'étrangle. Je vais vous faire crier comme une vieille sauterelle si vous ne me promettez pas. Jamais. Bon! Si. Je promets. Vous promettez quoi? Tout ce que tu voudras, mon petit Charles. Mon cher petit Charles. Mon enfant chéri. Je vous crois, alors j'éteins les flammes. Faisons la paix, veux-tu? Embrasse-moi. Alors, oubliant toute rancune, Charles, qui est au fond un brave petit garçon, se précipite dans ses bras. La méchante Madame Macmiche n'attendait que cet instant. Ah! Je suis une vieille sauterelle, hein? Bonne à griller! Ma cousine, vous m'aviez promis. Ah, des promesses qu'on fait à des criminels de ton espèce n'ont aucune valeur, mon garçon! Je suis une vieille sauterelle dans le cachot et toutes les nuits, ça t'apprendra. Oh mon Dieu, que madame est donc pâle. Ou plutôt que madame est donc rouge. Je suis pâle parce que j'ai vu la mort de près. Je suis rouge parce que j'ai vaincu le démon. Il a voulu incendier la maison. Ah, mais ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce que tu racontes? Il t'avait prévenu? Mais parle donc, au lieu de te dandiner comme une grosse oie stupide. C'est les faits, madame. Ne prononce pas le nom de ces créatures. Ça porte malheur. N'empêche que Charles est leur ami, madame, qu'il est inspiré par ces dames. Quoi? Il te l'a dit? Tout le village est au courant. Betty, sans le faire paraître, est toute heureuse de cette ruse qui servira, elle l'espère, son petit protégé. Le lendemain, Charles, qui déambule dans les rues du village, aperçoit juste devant lui, dans une carriole découverte,
le juge de paix en train de l'observer. Le juge de paix lui fait signe d'approcher. Bonjour, monsieur le juge. Grimpe un peu par ici, toi. Les soi-disant mauvais traitements que t'infliges ta cousine McMish ne sont-ils pas l'effet de ton imagination? Et ça, c'est les prunes. Charles se met debout sur le siège de la carriole, baisse sa culotte et présente son postérieur strié de marques rouges. Allons. J'ai vu. J'ai vu. Allez, reculote-toi. Puis Charles remonte sa culotte, il salue le juge de paix de façon tout à fait respectueuse et s'éloigne en direction de l'échoppe du bourrelier. Bonjour, maître Simon. Ah, bonjour mon petit Charles. Tu sais, la collection de martinets de Madame McMish, ça me donne mauvaise conscience. Cette fois, c'est moi qui ai une commande à passer. Ah, Vous allez me faire crédit. oh, ça c'est d'accord. Eh bien voilà, j'ai besoin d'un parafouet. Un para quoi? Un parafouet, ça n'empêche pas les coups de fouet, mais ça fait qu'on ne les sent pas. Et ça se présente comment ce bazar-là? Deux bouts de cuir bien épais qu'il faudra me coudre à ma culotte. Oh, mais c'est pas bête ça. Hein, ma petite pomponnette? C'est pas bête, hein? Pas bête du tout. Le soir de ce même jour, Madame McMish, informée de la conversation du juge de paix avec Charles, décide de se venger. Elle s'empare de Charles, le couche sur ses genoux et, sans même que celui-ci ne se débatte, lui assène avec sa badine souple une terrible correction. Sans dire un mot, Charles supporte ce cruel traitement, puis se relève et part d'un air très digne rejoindre Betty dans la cuisine. Allez, baisse vite ta culotte, mon Charles, que je t'en ai pris comme bon cataplasme. Pas besoin, Betty, pas besoin. Bah, après la correction que tu viens de recevoir. La correction? Quelle correction? J'ai rien senti. Oh là là, mais comment? Tu peux t'asseoir. Je l'ai eu. J'ai bien eu. Rien du tout. Le juge est bien venu voir la McMish, mais elle a réussi à l'embrouiller. Et tout ce que tu as récolté, c'est 30 coups de canne. 30, je les ai comptés. Tu peux m'en donner 300 000, je m'en fiche. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un parafouet. Un parafouet. Hélas, le pauvre Charles ne sait pas que sa victoire ne sera que de courte durée. Au milieu de la nuit, une chandelle à la main, Madame McMish se glisse furtivement sur le palier, s'arrête devant la porte de la chambre de Charles, pose la main sur la poignée, la fait tourner tout doucement. Le petit garçon dort profondément. Elle avise la chaise sur laquelle Charles a déposé ses pauvres effets. Elle s'approche de la chaise à pas de loup, commence à palper la chemise, les chaussettes, le gilet. Elle s'empare enfin de la culotte et, en la tripotant, découvre la présence du parafouet. Elle se rue vers le lit, secoue Charles et, le tirant par l'oreille, sans se soucier que l'enfant soit pieds nus et en chemise dans le froid de la nuit, l'entraîne vers l'enclos du cochon. Charles a deviné quelle punition lui réservait et il crie de terreur. Moi, je vais t'éduquer un peu. Voyou, sacré pan, tu vas m'obéir, oui, tu vas m'obéir. Je veux pas aller avec le cochon, j'ai trop peur. L'enfant s'étale de tout son long dans la fange noirâtre. Bonne nuit, Charles. Fais de beaux rêves. J'enverrai Betty demain matin, mais attention, pendant 24 heures, interdiction de te débarbouiller, hein? Quelques jours après cette affreuse punition, Charles, meurtri et humilié, va chercher auprès de Juliette un peu de réconfort. Il est désespéré. Juliette insiste avec toute sa douce persuasion pour qu'il essaie de revoir le juge. Charles finit par lui obéir, et lorsqu'il arrive devant la maison du juge, il entend la conversation que celui-ci tient sur le pas de sa porte avec un jeune pêcheur. Il apprend qu'Augustin, le concurrent du pêcheur, a marqué son bateau avec des crottes de bouc séchées, comme pour y faire figurer l'empreinte du diable. Charles fait une espèce de gambade joyeuse, pousse un cri de triomphe et file en courant rejoindre Betty, à qui il expose le plan qui a germé dans son esprit. Aussitôt dit que fait, Charles se déculotte et se couche en travers du lit, tandis que Betty noircit à la flamme d'une chandelle un gros bouchon de liège. Betty passe sur ses doigts et sur les paumes de ses mains le noir de bouchon. Puis, fermement, elle applique ses mains sur les fesses de Charles. La marque du diable. C'est pas de quoi. J'espère que ça va pas nous porter malheur, tout ça. Le lendemain, dans le salon aux meubles recouverts de housse blanche,
Charles, assis devant un secrétaire, écrit une lettre sous la dictée de Madame Macmish. Quant au bois que vous avez livré le 12 courant, il fume énormément et ne brûle presque pas. Non, Marc ne brûle pas du tout. S'il fume beaucoup, c'est qu'il brûle au moins un petit peu. Garde tes réflexions pour toi, vêtu, et fais attention de ne pas faire de faute. J'en ferai moins si j'allais à l'école. Petit malheureux, tu ne sais pas ce que ça coûte l'école. Il faudrait que je t'achète des livres, des cahiers, de l'encre, des plumes. Avec 50 000 francs, on peut s'en acheter des choses. 50 000 francs. Quel 50 000 francs? Qui a 50 000 francs ici? Moi. Madame Macmish porte une main à sa gorge, recule, tombe assise dans un fauteuil. Betty, ma cousine est malade, Macmish va mourir. Mais ne me touche pas. Je ne vais pas mourir du tout, petit sot. Et laisse Betty loin de tout ça. Pourquoi tu as dit 50 000 francs, hein? Parce que mes parents vous ont confié 50 000 francs. Mensonge. C'est Marianne qui me l'a dit. Et Marianne ne ment jamais. Elle les a vus, ces 50 000 francs? Et on a la preuve. Et naturellement, Marianne a claironné cette ridicule histoire à travers tout le village. Non, il n'y a que vous et moi qui sommes au courant. Ah, je vais t'apprendre à faire courir de faux bruits, moi. Culotte basse, monsieur le raconteur d'histoire. Mais au moment de frapper Charles, elle aperçoit sur son derrière les marques réalisées la veille par Betty. Chaque fesse est ornée d'une horrible empreinte de main noire. Ah, mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Mon Dieu! Ah. Oh là là, le diable! Là, sur son corps, les marques du démon. Il n'est pas seulement l'ami des fées, il est le protégé de Lucifer. Nous sommes perdus, madame. Betty, Betty, ma petite Betty. Mais calmez-vous, madame, calmez-vous. J'ai vu le diable. Betty. Je sais ce qu'il me reste à faire. Madame Macmish, le regard fixe, se met à sourire d'une façon étrange. Elle vient de prendre une décision qui devrait la mettre désormais à l'abri des maléfices de ce méchant garçon. Charles ira en pension chez les frères Nick, pension redoutée de tous les enfants à 100 lieues à la ronde. Le bureau des frères Nick est un endroit agréable où ronronne un poêle à charbon. C'est bien peut-être le seul endroit agréable de tout ce sinistre bâtiment. Madame Macmish, en présence des deux directeurs du pensionnat, Nick le majeur et Nick le mineur, se tient très droite face aux deux frères qui sont l'un et l'autre littéralement gluants d'hypocrisie et de méchanceté. Merci, Madame Macmish. Merci de votre confiance. Il s'agit de votre neveu, n'est-ce pas? De mon jeune cousin, monsieur. Ah, de votre jeune cousin. De son jeune cousin. Ah, c'est son jeune cousin. Oh, rassurez-vous, laissez-nous un bambin qui vous dit maman et nous vous rendrons un jeune homme accompli qui vous appellera madame. C'est admirable. C'est 600 francs par trimestre, payable d'avance. 600 francs? Mais Charles est encore petit. Très petit. Attendez, puisque je vous remets mon cousin, je n'ai plus besoin de garder la servante. Elle se nourrit de reste, et même de rien du tout quand il n'y a pas de reste. Elle est jeune, vigoureuse, résistante. Je vous la cède. Vous êtes une femme d'affaires, Madame Macmish. Et c'est un plaisir de traiter avec vous. Disons 375 avec la servante. 375 avec la servante. Mais acceptera-t-elle de rester ici? Betty? Elle est très attachée à Charles. Et monsieur, elle est une bêtise. Madame Macmish ouvre son sac, sort une bourse, verse sur le bureau directorial tout un petit tas de pièces d'or qu'elle compte religieusement. Dans son regard passe un éclair de colère. Tout ce bel or gaspillé pour se débarrasser de ce démon. Mais que faire d'autre? Au lendemain de ce jour, une sorte de fiacre fantomatique à la capote trouée fonce sur une route mal entretenue
qui serpente à travers les ajoncs et les genêts de la lande. La vieille patache s'engage bientôt dans la forêt. Donald, un charretier à la mine franche et bourrue, conduit l'attelage. À l'intérieur du fiacre, secoué par les cahots du chemin, il y a Charles, Betty et Madame McNish. Donald se retourne, se penche à l'intérieur du fiacre en faisant coulisser une sorte de petit volet. Maintenant, où est-ce qu'on va? La forêt des Grondeurs. Vous arriverez à un calvaire, là vous prenez à droite. Le fiacre aboutit bientôt à une sombre clairière devant un calvaire de pierre. Il y a une allée qui mène vers le collège. Madame McNish, très digne, descend du fiacre. Charles et Betty descendent à leur tour. Apeurée, Betty regarde autour d'elle. Madame McNish houspille la servante et l'enfant. Elle se tourne vers Donald. Et vous, ne vous avisez pas de repartir sans moi, sinon je vous fais un procès et vous irez en prison. Donald hausse les épaules et se met à bourrer sa pipe. Et si je veux pas y aller? Tu oublies que je suis ta tutrice et que j'ai tous les droits sur toi. Et moi, madame? Toi, ma fille, si tu refuses, tu te retrouveras à la rue. Eh bien, Charles, tu ne me dis pas adieu? Toi qui insistais tellement hier soir pour m'embrasser? Une lueur mouvante apparaît dans le brouillard. C'est le sonneur qui vient chercher Charles et Betty en balançant à bout de bras une lanterne à la lumière jaunâtre. Avant d'ouvrir les grilles, il examine attentivement les arrivants. D'un geste, Madame McNish fait signe au sonneur qu'il s'agit bien des personnes attendues. Le sonneur alors ouvre les grilles. Celles-ci s'écartent en grinçant. Instinctivement, Charles a glissé sa petite main dans celle de Betty. Le sonneur fait signe à Charles et à Betty de se dépêcher d'entrer. Ils passent le seuil, traversent la cour et entrent à pas compter dans le bâtiment lugubre. Pilotant Charles et Betty à travers le labyrinthe de la grande bâtisse, plongée dans la nuit, le sonneur s'arrête sur un palier et désigne une porte à Betty. Là, c'est là, vous, la chambre, la première porte à droite. Mais il n'y aura pas beaucoup de temps de dormir parce que le réveil ici, c'est à 5h30. Mais pas de m'amour, allez hop, tu montes, hein, parce que c'est moi qui sonne la cloche, hein. Dans le dortoir où il a été conduit, Charles s'est jeté sur le lit étroit qu'on lui a désigné. On distingue en enfilade les autres lits avec des enfants recroquevillés dans le sommeil. Soudain, un des enfants proche du lit de Charles se lève et sur la pointe des pieds s'approche d'une grande fenêtre ouverte. Il regarde autour de lui pour vérifier que personne n'a remarqué son manège. Rassuré, il ferme la fenêtre. Alors, une sinistre silhouette surgit de l'ombre. C'est Boxer, le surveillant de nuit. Il jaillit de son alcôve, il est en caleçon avec un bonnet de nuit sur la tête. Il brandit un martinet. Vous croyez que je dormais, hein? Je vous y prends, non, mon petit monsieur! Il fait froid, je peux pas dormir. Ah, il fait froid, je vais vous réchauffer, moi! Aïe, non! C'est pas moi! Attends, vu aussi, toi! Hein? Aïe, je ne ferai plus! Allons, pressons-nous, là! On va pas tout le temps à perdre ici! Allez, toi, touche! Quant à vous, monsieur, vous ne perdez rien pour attendre. Vous viendrez me trouver dans mon bureau à la récréation de 10h. Allez, où, s'il vous plaît, hein? L'enfant se hâte de rejoindre ses camarades qui ont déjà tous sauté du lit et qui frissonnent dans le froid vif de ce petit matin qui, en réalité, est encore la nuit. Toujours en caleçon et bonnet de nuit, Boxer frappe dans ses mains. Avec un bel ensemble, les pensionnaires exécutent un demi-tour à droite et en longue file silencieuse quittent le dortoir. Les pensionnaires sont pieds nus et en chemise. Ils s'alignent devant un puits. La plupart sont encore comme anesthésiés par le lourd sommeil dont on les a tirés. Un enfant, dégingandé, noir comme un corbeau, sort des rangs. Il s'approche du puits, remonte difficilement le seau. Tant bien que mal, il arrive devant le premier de la file. Et là, levant son seau bien haut, il le renverse sur la tête et les épaules de son camarade. L'enfant, lavé, transit froid, fait alors 3 pas en avant. Un autre prend sa place pendant que l'élève retourne au puits remplir son seau. Les yeux écarquillés, Charles regarde ce spectacle qui dépasse en stupidité et en cruauté primaire tout ce qu'il a pu connaître chez Madame McNish. Quelques instants plus tard, assis devant les tables souillées de longues coulées de graisse, les petits pensionnaires prennent la collation du matin. Un peu de bouillon clair et un morceau de pain bis. Une sorte de souillon édenté les sert, aidée par Betty. Celle-ci, qui porte le pain qu'elle tranche au fur et à mesure, manœuvre pour s'approcher de Charles.
Elle s'arrange pour que la grosse miche de pain tombe à terre et elle se baisse aussitôt pour la ramasser. Ce qui lui permet, pendant qu'elle fait mine de chercher le pain sous la table, de s'adresser à Charles sans être vu de Boxer qui, depuis une estrade, surveille le réfectoire. Ma paillasse est pleine de vermine. Et la soupe, c'est de l'eau de vaisselle. Mon lit aussi. Et moi, j'ai pas de bol. J'arrive, mon petit. Il faut trouver un moyen de s'évader. Oui, mais comment? Par la ruse. N'oublie pas que je suis le diable. Dans la sinistre cour de récréation où se faufilent comme d'habitude les brouillards malsains qui montent des marécages proches, tous les élèves sont en train de manœuvrer pour coincer Charles dans l'angle des murs. En tant que bleu, il doit subir le supplice d'initiation infligé aux nouveaux élèves. Arrêtez, vous êtes fous. Il y a bien assez des maîtres pour nous frapper. C'est dur, on aura du mal. Il y passera comme tous les autres, c'est la loi. Ouais. Vous ne savez pas qui je suis? Je suis Charles Lance. Et j'ai fait un pacte avec le diable. Avec le diable? Alors écoutons-le. Eh ben, le nouveau, c'est des choses à dire. Dis-les. Eh bien, le nouveau, il va vous dire comment il s'appelle. Demain, mes amis, grasse matinée, la cloche ne sonnera pas. La nuit est tombée sur le pensionnat. Dans la lueur blême de la lune, une petite silhouette franchit l'appui de la fenêtre du dortoir, s'accroche à la gouttière supérieure, opère un rétablissement et se retrouve en équilibre sur le bord du toit. C'est Charles que Saliquette fait ressembler à un fantôme, d'autant plus qu'il a emporté son drap de lit. Précautionneusement, se méfiant des ardoises disjointes et glissantes, il progresse sur le toit avec une souplesse de chat. Le cœur battant, Charles atteint une sorte de corniche qui surplombe la cloche qui sert à sonner le réveil. Charles étend le bras, cherchant à saisir la cloche. Mais son bras n'est pas assez long. Charles torsade son drap comme une corde, attache une extrémité à la tige d'une girouette et glissant le long du drap, Charles réussit ainsi à atteindre la cloche. Il l'attire à lui en la renversant et en décroche le lourd battant. À l'aube, et selon l'usage du pensionnat, le sonneur, mal réveillé, se suspend à la chaîne qui actionne la cloche et tire dessus de toutes ses forces. La cloche bat autour de son axe, mais privée de battant, elle n'émet évidemment aucun son. Sourd comme il est, le sonneur ne se doute de rien. Traînant les pieds, il s'en retourne vers son antre, croyant son devoir accompli, et s'écroule sur son triste grabat, où il ne tarde pas à se rendormir. J'ai pas entendu la cloche. Il fait grand jour. Oui, 9h passées. Oh, pardon. Ah, monsieur Boxer, qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Mais j'en sais rien, messieurs, moi, la cloche n'a pas sonné. J'espère qu'il n'est pas mort. Le soleil est déjà haut dans le ciel quand la porte de sa mansarde s'ouvre à la volée, livrant passage à une meute furieuse composée des deux frères Nick et de Boxer, le surveillant. Mais il dort! Il dort! Il est encore ivre, hein, que t'as pas sonné la cloche! Laissez des enfants dormir plus de 9 heures, c'est un scandale. Levez-moi Espèce de mollusque la dépêche. Au dortoir, c'est l'explosion de joie. Boxer étant occupé à châtier le sonneur de sa soi-disant négligence, les enfants sont sans surveillance. Sautant de leur lit, se lançant leur maigre polochon à la tête, ils poussent des cris de sioux. Un moment plus tard, Betty, équipée d'un seau et d'une brosse, s'acharne à frotter le sol quand Charles surgit. Ça y est, Betty, la guerre a éclaté. Les sauvages ont débarqué? Non, ma guerre à moi contre les frères Nick. Chut, tais-toi, attends. Les frères Nick, ils croient qu'il y a un fantôme dans le pensionnat. Ils l'appellent l'homme noir. Ah bon? Oui. J'ai besoin de toi. Je suis ton homme. Où? Quand? Comment? Aujourd'hui, midi, réveille-toi. L'heure du repas est arrivée. Les élèves sont assis devant leur écuelle encore vide. À l'écart, les maîtres se régalent de côtelettes qu'ils suçotent avec délice. Les enfants, furieux de n'avoir toujours rien dans leur écuelle, commencent à manifester. Désarçonnés par ce mouvement de révolte, les maîtres se regardent. Les frères Nick font signe à Boxer de réagir. Celui-ci se lève, très mécontent d'être dérangé en plein repas. Messieurs, quand on a dormi, comme vous avez dormi, on ne doit pas avoir faim.
monsieur, la nouvelle servante va vous apporter votre soupe. Ça suffit, hein? Parce que tout à l'heure, moi, je vais vous servir la soupe au martinet si ça continue. Juste à cet instant, on entend un long, un terrible, un épouvantable hurlement, et Betty entre aussitôt, sa coiffe toute travers, serrant contre sa poitrine généreuse une monumentale soupière. Ouh là 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 là. Oh, messieurs, mais bon maître, quelle affaire. Oh là là, je vais mourir, c'est sûr. Je sortais de la cuisine, je m'avançais dans le corridor, quand tout à coup, oh mon Dieu, oh mon bon Jésus, Madame la Sainte Vierge, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jacques. Eh bien quoi? Nous ne sommes pas à la messe, que diable! Le diable! Oh, mais alors c'est que vous savez tout, monsieur Nick, car c'est au moins le diable qui était caché derrière la porte du petit placard et qui s'est jeté sur moi et qui a soulevé le couvercle de ma soupière et qui a jeté quelque chose dedans. Oh, il était tout noir, monsieur Nick, noir comme le charbon, noir comme la nuit, noir comme la suie, noir comme le derrière d'un nègre. Qu'on fasse taire cette femme, voyons! Vous entendez, vieille folle, taisez-vous. Que tout le monde se taise à la fin! Un silence impressionnant s'installe dans le réfectoire. Soulève le couvercle. Qui, moi? Naturellement, toi. De quoi as-tu peur? Mais de... la même chose que toi. Soulève, pour le mouiller. Si ça me saute dessus. Je suis là. Très bien, je me sacrifie parce que je suis le plus jeune. Remue avec la louche pour voir. Fais-le, toi, chacun son tour. Remue, te dis-je. Ah! Nick, il y a quelque chose. Je te jure que j'ai senti quelque chose. Ce boxer, prenez la louche et remuez. Moi? Oui, vous. Il sort de la soupière un objet noirâtre, dégoulinant de jus. Mon chapeau du dimanche. Qui l'a mis là? L'homme noir, parti. Tais-toi, coquine. Ah, excuse-moi, Nick, mais ce chapeau que tu prends pour ton chapeau n'est pas ton chapeau parce que c'est mon chapeau. Je vais te prouver que c'est mon chapeau. Sans se soucier de l'état lamentable du chapeau, Nick majeur se le met sur la tête. Nick mineur le lui arrache et s'en coiffe à son tour. Devant cette scène grotesque des deux frères qui se disputent un chapeau imbibé de sauce grasse, les élèves sont pris d'un terrible fou rire. Le calme enfin revenu, tous les élèves attendent maintenant qu'on leur serve leur repas. Sur leur estrade, à l'écart, les frères Nick et Boxer houspillent le sonneur. Le vin! On t'a dit d'aller tirer le vin de ces messieurs. Mais d'accord, on y va. Il n'y a pas le feu. Il se lève, traverse le réfectoire. Charles s'arrête de manger pour le suivre des yeux. Au moment où le sonneur sort du réfectoire, Charles pique du nez dans son assiette, porte les mains à son ventre, supplie. Oh, monsieur Boxer, j'ai mal au ventre. Monsieur Boxer, laissez-moi sortir 5 minutes. J'ai tellement mal au ventre. Ouh là 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 là. Ouh là là. Sortez un instant, monsieur. Oh, merci beaucoup, monsieur Boxer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sombre et lugubre, la cave n'en est pas moins bien fournie. C'est là que les frères Nick entreposent leur vin et leur liqueur, et aussi leur jambon, saucisson et fromage. Avant de tirer le vin réclamé par ses maîtres, le sonneur déguste au robinet même le contenu de tel ou tel tonneau. Sourd comme il n'entend pas Charles qui descend l'escalier, s'avance dans la cave, s'empare d'une bouteille vide, la brandit au-dessus de la nuque du sonneur et la bat violemment. Le coup de bouteille sur le crâne et les vapeurs d'alcool suffisent à envoyer le sonneur au pays des songes. Charles se penche sur sa victime, lui dérobe sa chandelle et la souffle. L'obscurité envahit la cave. Sur leur estrade, les frères Nick s'impatientent. Et ce vin, alors, il vient? Monsieur Boxer, allez donc voir ce que fabrique le sonneur. C'est insupportable à la fin. Je le gosier comme une pierre ponce. Boxer descend à tâtons l'escalier de la cave. Il s'enfonce dans l'obscurité sans se douter que Charles, tapi dans l'ombre, l'attend avec une bouteille à la main. Le journal, t'es là, oui? Hé! Qu'est-ce qu'il fait? Où tu es?
tu es? Hé! T'es là? Est-ce que t'es là? Ah! Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Ah, oh non! Oh! Oh! Et de deux. Intrigués par la longue absence du surveillant, les deux frères Nick décident de descendre à la cave. Ils passent devant Charles, blotti dans une encoignure, sans le voir. Ce boxeur! Boxeur! Sonneur! Sonneur! Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils fabriquent là-dedans? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oh, oh, Nick, j'ai peur. oh, oh. Ah! Ah! Aïe! Oh! Coup double. Très satisfait de son œuvre, Charles entend pourtant la parfaire encore un brin. Il ouvre les robinets de plusieurs tonneaux. Charles remonte alors l'escalier et posément ferme à double tour la porte de la cave grâce à la clé qu'il a subtilisée au sonneur. Charles réintègre le réfectoire et les maîtres étant absents, il y règne un joli désordre. Attendez, rien ne presse, mes amis. Calmez-vous, mes amis, calmez-vous. Il n'y a pas de danger. L'homme noir a encore frappé. Dans la pénombre de la cave, qui ne reçoit de lumière que par un étroit soupirail encrassé par un réseau de toiles d'araignée, ces messieurs commencent à reprendre leurs esprits. Pataugeant dans le va répandu, massant leurs crânes douloureux, pestant parce qu'ils se bousculent les uns les autres, les 4 maîtres essaient d'ouvrir la porte, en pure perte naturellement. Allez, ouvrez-nous la porte! Ouvrez-nous la porte! Ah, nos maîtres, nos bons maîtres, nos chers maîtres! Ils sont enfermés dans la cave. Et s'il y avait le feu au pensionnat? Oh, il y a le feu! 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 C'est qui va vous ouvrir? C'est vous qui avez la clé! Mais non, nous n'avons pas! Alors, c'est l'homme noir qui l'a prise. Oh! Arrêtez de parler de cet homme noir! Arrêtez de parler de cet homme noir! Faites venir un serrurier! Oui! Faites venir un serrurier! Il va vous délivrer! On n'en a pas pour longtemps, nos bons maîtres! Aidés par Betty, qui s'est procuré les clés des grilles, tous les élèves s'empressent de quitter l'affreuse bâtisse du pensionnat. C'est la grande évasion collective sous la conduite de Charles. Le lendemain de ce jour mémorable, dès le petit matin, le juge de paix se rend à la maison de Madame McMish. Y a quelqu'un? Ah, monsieur le juge, vous m'avez fait peur. Madame McMish, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre cousin Charles Lance est revenu. Et Betty aussi. Mais c'est impossible. Ça, je dois reconnaître que vous avez tout fait pour que Charles ne revienne jamais. D'après son récit, l'institution des frères Nick est plus proche du bagne que du pensionnat. À 600 francs par trimestre. Quand je sortirai d'ici, vous serez moins riche de 50 000 francs. Les 50 000 francs qui appartiennent à Charles Lance. Et que je vous somme de me remettre aux séances tenantes. Je ne les ai plus. Vraiment? C'est-à-dire que pour ne pas être tenté d'y toucher, je les ai cachés. Et voilà, monsieur le juge, que je ne sais plus du tout où je les ai mis. Oh. Mais que ça ne tienne. Nous allons fouiller ensemble. Ah, si d'aventure ils étaient trop bien cachés, je pourrais toujours faire appel à un maçon. Un maçon? Eh oui. Pour qu'il décèle une à une toutes les pierres de votre maison, jusqu'à ce que nous mettions la main sur cet argent. Tous les frais étant à votre charge, bien entendu. Allons, allons. Quand on cherche, on trouve. Il y a bien là 50 000 francs. Oui, monsieur le juge. Moins ce que j'ai dû prélever pour nourrir, habiller, chauffer, éclairer ce petit ingrat pendant toutes ces années où j'ai été pour lui comme une mère. Alors il ne doit pas manquer grand-chose, hein. Le juge de paix, sans ménagement, lui arrache la cassette, il l'ouvre, elle est pleine de pièces d'or. Il soulève sèchement son chapeau et sort sans faire le moindre commentaire. Madame McMish laisse échapper un long gémissement plaintif. Terrassée par cette épreuve qui lui paraît insupportable, Madame McMish, qui a tenté de se suicider, mais qui a tout fait pour ne pas y parvenir, s'est alitée depuis le départ du juge de paix. En chemise et bonnet de nuit frangé d'un bouillon de dentelle, elle repose dans son lit.
Elle a les yeux clos, le teint cireux, l'air d'une morte. Seuls ses doigts étreignent convulsivement le rabat du drap, témoignant qu'elle est encore en vie. Près du lit, le docteur finit de ranger son matériel dans son sac noir à souffler. Il regarde Madame Macmish, hoche la tête, puis il se retourne vers Betty et Charles qui, dans un coin de la chambre, sont serrés l'un contre l'autre, visiblement émus. Occupe-toi d'elle pendant que je raccompagne le docteur. Betty. C'est toi, Betty. Mais elle va revenir. En arrivant au bas de l'escalier, Betty découvre Donald, sa casquette à la main, qui est venu aux nouvelles. Il se sent un peu coupable depuis qu'il a aidé Madame Macmish à les conduire, elle et Charles, au sinistre pensionnat des frères Nick. Betty lui lance un regard assassin, mais Donald est bien décidé à réparer son forfait. J'ai acheté une nouvelle jument pour ma charrette. Je l'ai appelée Betty. Tu crois peut-être faire le galant? Ah oui, je la soigne bien, elle est... Oh! J'aimerais bien vous soigner aussi. Dis donc, tu l'as payé combien, cette bête, hein? Ah, là j'ai fait une affaire. Oui, je suis traité. 25 francs. 25 francs? Et moi, pour seulement 20 francs, j'aurais eu la paire, hein. Attention, hein. Quand on sera mariés, c'est moi qui m'occuperai des sous. Quand on sera mariés. Parce que... Enfin... vous voulez dire que... Chez moi, quand un gars fait un enfant à une honnête fille, il faut qu'il répare, comme on dit. Mais je vous ai pas fait de... C'est pas un enfant que tu m'as fait, mais 25. Et les 25 gamins du pensionnat des Nick? Qui c'est qui leur a fait la cuisine, qui a frotté leurs guenilles, qui les a dorlotés, hein? Et qui c'est qui m'a conduit là-bas? C'est pas moi, ça. C'est Madame Macmish. Ce qui est dit est dit. Ce sera la noce. Alerté par l'état de Madame Macmish, le curé du village se rend auprès d'elle pour recevoir sa confession. Mais la méchante femme refuse de reconnaître ses fautes et de se repentir. Elle n'avoue que de pauvres peccadilles, et puis, épuisée, se laisse retomber sur son oreiller. Je sens que je glisse. Je m'en vais. Et je ne sais pas où je vais. C'est noir, on dirait. C'est froid. Je suis toute seule. Ah! Je ne veux pas mourir! Je suis là, Madame Macmish. Le bon Dieu pardonne toutes les fautes. La porte qui donne sur la chambre s'ouvre. Le curé apparaît. Il regarde Charles, Betty et l'enfant de cœur. Il n'a même pas besoin de dire que tout est fini. Cela se lit sur son visage. Un léger temps de silence, et puis Charles regarde le curé. Vous n'allez pas sonner le glas, monsieur le curé? Le bedeau est à la fête. Mais Madame Macmish est morte. La vie continue. Eh bien, encore un petit coup. Bien sûr, monsieur le curé. Alors Charles se lève brusquement et quitte la cuisine. Tandis que la fête du village bat son plein, dans l'église, plongée dans une pénombre que déchirent à peine quelques cierges presque consumés, Charles actionne la grosse cloche. Il sonne le glas pour Madame Macmish. Plusieurs habitants du village s'avancent lentement vers lui. Charles regarde tous ces gens qui le dévisagent avec étonnement et dit d'une voix contrainte. Elle est morte. Les funérailles de Madame Macmish, dont la réputation de méchanceté n'était plus à faire, laissent indifférents les habitants du village, tout occupés par leur fête et les noces prochaines de Betty et de Donald. Le corbillard n'étant pas disponible, le cercueil est hissé tant bien que mal sur la voiture des pompiers. En cours de route, il quitte la voiture et dévale sur la pente qui mène au cimetière. On finit par le rattraper et c'est au milieu de rires étouffés que Madame Macmish est enterrée. Charles et Juliette, seuls, sont émus. Quelques heures plus tard, la fête bat son plein. Autour de la grande table chargée de victuailles et de boissons, on découpe, selon la coutume, la jarretière de la mariée pour la distribuer en petits bouts à toutes les jeunes filles. Bientôt, les couples quittent la table et se mettent à danser joyeusement dans le grand pré ensoleillé. Souhaitons le bonjour, Madame la mariée. Souhaitons le bonjour.
T'es sûre que tu ne veux pas aller danser? Je peux rester seule, tu sais, j'ai l'habitude. Non, non, je regarde. J'apprends les figures. Comme ça, le jour de mes noces, je serai celui qui danse le mieux. D'ici que tu te maries, t'as le temps. Oh, c'est pour bientôt. Tu sais déjà avec qui? Comment je sais? Une femme qui me fera bien la cuisine. Et pendant qu'elle me fera la vaisselle, j'irai fumer ma pipe dans le jardin. Et tu ne l'aideras pas? Non, non. Tant pis. Je voulais me marier avec toi. Je vois bien que ce n'est pas possible. Mais que tu es bête. J'ai une idée. Charles saisit la main de Juliette et la guide vers le panier qui contient les petits bouts de jarretière. Les doigts de Juliette se referment sur l'un d'eux. Le visage de la jeune fille rayonne de joie.